Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Actu Hebdo. Nous excusions de ce petit retard de démarrage. Alors nous avons aujourd'hui des invités, professeur Bourema Kansai. Bonjour M. Kansai. Bonjour M. Diakité. Vous êtes le vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, vous allez nous dévoiler ce que vous avez dit au cours de ce forum dont les travaux se sont déroulés ici à Bamako. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité, Aruna Dambélé. Bonjour M. Dambélé. Bonjour M. Diakité. Voilà, vous êtes le directeur de la réglementation du contentieux et des relations internationales des douanes du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous dire tout à l'heure la journée internationale de la douane, de quoi s'agissait-il, quelles ont été les grandes thématiques débattues. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous allons voir ce reportage de Mamadou Fane. Tout à l'heure, je le disais, le forum sur l'insécurité dans les établissements scolaires et universitaires du Mali. Les travaux se sont déroulés ici à Bamako, organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors, voyons ce reportage de Mamadou Fane. Ensuite, nous revenons au vice-recteur. À l'issue du forum sur l'insécurité dans les établissements scolaires et universitaires du Mali, les participants ont formulé des recommandations. Recommandations relatives à l'application des lois et règlements en vigueur, le retrait de l'AIM de la gestion de toute œuvre universitaire. Sur le cadre financier, le forum a recommandé à ce que les accords, les conventions qui lient l'association des élèves et étudiants du Mali au CENU soient relus. Une autre recommandation forte porte sur la question de l'éthique et de la déontologie et le forum a demandé à ce que soit adopté, n'est-ce pas, un code d'éthique et de déontologie de l'enseignant. Sur les questions sécuritaires, le forum a insisté sur le respect, n'est-ce pas, donc des textes relatifs à la franchise universitaire et sur l'opérationnalisation des groupes de sécurité universitaire. Pour le suivi et l'application de ces recommandations, le forum a prévu la mise en place d'un comité de suivi. Et le comité de suivi est prévu, n'est-ce pas, dans les recommandations. Voilà, pour que tous ces travaux qui viennent d'être faits ne dorment pas dans les tiroirs. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a rassuré les participants quant à l'accompagnement de son département pour l'application des conclusions issues de ce forum. Ces 2 jours de travaux vous ont permis de diagnostiquer les causes de cette violence et de cette insécurité dans l'espace scolaire et universitaire avec objectivité et sans pression. Des recommandations pertinentes viennent d'être formulées. Nous allons examiner avec la plus grande attention, avec le plus grand engagement, ces recommandations pour leur donner corps et âme, afin que l'espace scolaire et universitaire soit véritablement un espace dédié à l'apprentissage, à l'accès à la connaissance. Cette rencontre devra permettre de contribuer au développement d'un espace scolaire et universitaire paisible et propice pour les acteurs concernés. Voilà, c'était là plutôt un reportage de Moussa Fane. Alors, professeur Bourema Kansai, une fois de plus, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le recteur, je rappelle, le vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. L'université, est-ce qu'il y a des modifications, est-ce qu'il y a des changements, c'est à quel niveau actuellement? Merci beaucoup, M. Diakité. L'université va bien, elle est en train de fonctionner. Je voudrais avant tout vous remercier de nous avoir acceptés ici sur le plateau pour partager les résultats des travaux donc, du forum portant sur l'insécurité dans les établissements scolaires et universitaires du Mali. L'insécurité, la violence entraînant l'insécurité comme un sentiment des uns et des autres donc est devenue depuis quelques années récurrente dans l'espace scolaire et universitaire du Mali et s'est manifesté par des agressions verbales, des chants guerriers et insultants dans l'enceinte des structures universitaires, dans l'enceinte des écoles. Ça s'est manifesté par des agressions physiques
ça s'est manifesté aussi par des assassinats, Oui. ça s'est manifesté par des viols. Donc face à cette violence qui prend de l'ampleur, on peut envisager juste deux attitudes. Soit on s'assoit, on croise les bras, on la regarde et on laisse les choses aller à volo, soit on prend donc ses responsabilités et on engage la réflexion sur la question donc, pour trouver des mécanismes permettant de lutter efficacement contre ces phénomènes qui gangrènent donc l'espace scolaire et universitaire. Donc c'est la première attitude, je pense bien, est impossible à tenir parce que les fruits de cette attitude sont amers. La deuxième, c'est celle-là que nous avons donc adoptée, c'est celle-là aussi que les autorités ont adoptée. Donc c'est illustré par l'organisation de ces colloques portant donc, sur l'insécurité dans les établissements scolaires et universitaires du Mali. Très bien. Alors, vous avez connaissance de ces violences justement depuis plusieurs années. Pourquoi attendre ce moment précis pour aller à ce forum sur l'insécurité dans les établissements scolaires et universitaires? Merci beaucoup, M. Diakité, pour cette question. C'est une question qui est récurrente. On demande toujours pourquoi aujourd'hui. Mais je pense que la violence a atteint un point de non-retour. Voilà, on ne peut plus continuer à vivre dans un espace où les acteurs ont de l'angoisse et ne peuvent plus exercer comme il faut les activités pour lesquelles ils sont appelés à vivre dans cet espace. Donc je pense que c'est à point nommé, n'est-ce pas, que ce forum soit organisé aujourd'hui. Ça s'est fait aussi avec les soutiens, n'est-ce pas, des autorités, des plus hautes autorités du pays qui en ont pris conscience. Donc je pense bien que le forum arrive à point nommé. Ça veut dire que jusque-là, l'espace universitaire, scolaire et universitaire était laissé à lui-même? Non, on ne peut pas dire que l'espace était laissé à lui-même. Il y a eu des mécanismes qui avaient été mis en place qui n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Voilà, les acteurs ont toujours essayé, n'est-ce pas, de trouver des mécanismes leur permettant de résoudre les différents problèmes qui se posaient. Qui ont toujours échoué dans ça. Voilà, qui ont très souvent échoué, qui ont aussi souvent permis, n'est-ce pas, de gérer des situations, parce que c'est comme quand les choses se produisent que, généralement, on prend des mesures pour répondre à ce qui vient de se passer. Mais il n'y a pas de prospective, donc on ne réfléchit pas pour avoir des mécanismes permettant, dans les longs termes, de prévenir et donc de lutter efficacement sur la question. C'est pour ça, d'ailleurs, que le forum a fait, donc, à l'issue de ses travaux, beaucoup de recommandations qui permettraient véritablement donc, de travailler dans les longs termes au lieu d'éteindre toujours des incendies. Qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement? Il y a eu plusieurs recommandations parce que nous avons travaillé sur 3 cadres importants en diagnostiquant de manière très approfondie la question parce que le forum a travaillé d'abord en plénière en présentant des communications donc, qui nous ont permis de diagnostiquer les problèmes, de dégager les causes donc, et à la fin maintenant de discuter en groupe donc, pour proposer des solutions qui puissent nous aider à sortir de cette situation. Justement, quelles sont les causes de ces violences-là dans cet espace réservé à l'étude? Voilà, l'espace est réservé à l'étude. Idéalement, nous tous, c'est ce que nous pensons, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Les causes sont multiples et diverses. Donc, nous les avons situées sur 3 plans. Sur un plan financier, sur un plan de la gouvernance, de l'éthique et de la déontologie, et sur un plan de la sécurité. Sur le plan financier, il y a une très grande compétition entre les étudiants et les élèves pour accéder à des ressources, les contrôler et les gérer. Donc, ce qui les pousse très souvent à s'affronter afin de pouvoir avoir le contrôle de ces ressources. Quelles sont ces ressources-là? Ces ressources sont nombreuses. C'est de l'argent qui sont... Mais est-ce qu'il y a de l'argent là-bas? Les étudiants vont pour étudier? Normalement, les étudiants doivent aller à l'université et à l'école pour étudier. Mais on observe ces derniers temps qu'il y a des possibilités pour eux de se faire de l'argent dans les établissements scolaires et universitaires, notamment dans la gestion de certaines infrastructures telles que les parkings, ou avec la multiplication des motos. C'est aussi des accords qui ont été conclus entre les CNU et l'association des élèves et étudiants du Mali. Donc, ils leur permettent véritablement de gagner de l'argent. Et les jeunes étudiants, quand ils arrivent et qu'ils voient ça,
ils ont envie aussi d'en profiter. Et donc, il y a des clans qui se forment, il y a des affrontements à chaque occasion, il y a des affrontements. Donc, cela n'est pas du tout serein, ça ne permet pas du tout aux étudiants, aux enfants, n'est-ce pas, de se consacrer à ce pourquoi ils se retrouvent dans l'espace universitaire, c'est-à-dire étudier et participer même à la recherche avec leurs professeurs. Très bien. Alors, mais est-ce que cette question fondamentale, comment vous l'avez traitée? Est-ce qu'il ne faut pas enlever complètement cette question d'argent de la tête des étudiants? Quelle est la recommandation formulée spécifiquement sur ce point? Non, c'est une question fondamentale parce que très souvent, quand on dit aux étudiants qui s'affrontent pour des raisons financières, ils ont tendance à dire non. Mais en réalité, on sait bien que c'est pour des raisons financières. Voilà, donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire en sorte que cette raison disparaisse. Voilà, les nerfs de la guerre, s'il n'est plus là, je pense bien que la guerre aussi va s'éteindre et que la paix va revenir dans l'espace. Ça veut dire quoi en français simple? En français simple, on avait demandé à ce que les conventions qui lient les CENU, c'est-à-dire le Centre national des œuvres universitaires, à l'association des élèves et étudiants du Mali, soient relus fondamentalement. Voilà. Relus, ça veut dire il faut enlever ou quelle est la proposition? Et relire la convention dans le sens de permettre véritablement à mettre, si des fonds sont mis à la disposition, il faut que ces fonds-là soient mis à la disposition des élèves et des étudiants qui ont envie de travailler, pas à la disposition des gens qui, en prenant ces fonds-là, les utilisent encore pour s'aimer un peu la tyrannie au sein des établissements scolaires et universitaires du Mali. Cette relecture, ça va être quand? Pourquoi? Bon, normalement, les recommandations ont été mises à la disposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui certainement va partager avec ses collègues du gouvernement et sera transmis au plus haut niveau de l'État, parce que je pense bien que les autorités sont bien engagées, n'est-ce pas, pour permettre au Mali d'avoir un espace universitaire digne de ce nom, pour que notre système éducatif ne continue pas à traîner ses boulets et qu'on puisse véritablement renouer avec l'excellence. L'excellence, très bien. Quand vous êtes donné un deadline pour renouer avec l'excellence? Oui, mais nous travaillons tous les jours pour renouer avec l'excellence parce que vous savez bien que toutes les structures universitaires du Mali, les structures publiques sont entrées dans un système qu'on appelle les LMD et dont la première exigence, c'est la professionnalisation des formations. Et donc les universités sont en train de travailler dans ce sens en multipliant les formations et en permettant donc à l'apprenant d'être au centre vraiment de sa formation. Donc c'est un travail qui s'est fait au quotidien. Voilà. En dehors des finances, vous avez abordé d'autres questions. J'ai parlé aussi de la question de la gouvernance, de l'éthique et de la déontologie. C'est une question qui touche certains acteurs aussi du monde universitaire. Là, il s'agit d'introduire la transparence dans la gestion véritablement des finances publiques. Et il s'agit aussi pour les gestionnaires des universités d'être très transparents dans la gestion de ces fonds. Il s'agit aussi de faire en sorte qu'il y ait un code d'éthique et de déontologie de l'enseignant, n'est-ce pas, pour que, comme on dit, les vers n'entrent pas dans la pomme et qu'ils la détruisent. Parce que parmi les enseignants aussi, il se peut qu'il y ait certaines catégories qui ont tendance à établir d'autres formes de relations entre eux et les étudiants, c'est qui est inacceptable. L'étudiant vient pour être socialisé dans l'espace universitaire, n'est-ce pas, pour prendre modèle sur l'enseignant. L'enseignant, c'est son modèle. Donc, dans ce type de relation, l'argent doit être banni parce que l'enseignant n'a pas le droit de demander de l'argent pour les prestations pour lesquelles il est payé, n'est-ce pas, à ses étudiants. Donc ça, c'est des comportements qui sont incompatibles, n'est-ce pas, avec l'éthique et la déontologie. Et donc, nous allons travailler aussi dans ce sens-là. Mais vous savez exactement ce qui se passe par rapport à ce sujet précis. Est-ce que vous pensez atteindre cet objectif? C'est parce que nous savons ce qui se passe que nous allons atteindre les objectifs. Voilà, parce que, comme on dit... C'est une bataille. C'est une bataille, parce que pour gagner une bataille, il faut nommer son ennemi. Nous, on a pu nommer notre ennemi. Puisqu'il est nommé, nous allons le vaincre. Très bien. D'autres thèmes? D'autres thèmes, voilà, j'ai dit sur la sécurité. Voilà, il est impensable quand même que les étudiants ou les élèves se promènent dans l'espace scolaire universitaire armés. Il faut bannir l'armement de l'espace universitaire, que ce soit des pistolets. On a vu des pistolets artisanaux qui sont sortis des perquisitions qui ont été menées par les autorités au campus. Ça, c'est inacceptable. Autre chose qui doit être bannie, c'est la consommation de la drogue et de l'alcool au sein du campus. C'est inacceptable, comme d'ailleurs d'autres formes de comportement qui sont aussi à bannir. Donc là, il faut sécuriser l'espace universitaire
notamment par l'opérationnalisation de ce qu'on appelait les groupes de sécurité universitaire prévus par les textes sur la franchise et les libertés universitaires. Ça, le chantier semble vaste. Comment vous allez gagner tout cela? Quelles sont les stratégies de façon concrète? Il y a une inspiration. Les acteurs sont très engagés. Ça, c'est la première des choses qui est très importante à tenir en compte dans ce que nous allons faire. Mais aussi l'implication des autorités qui en ont véritablement pris conscience que si on ne se réveille pas, n'est-ce pas, pour mettre sur les rails l'école malienne, alors elle va aller à volo. Et que dans les années à venir, nos enfants, nos petits-enfants vont être remplacés par d'autres pour peut-être même dans la fonction publique malienne. Ouais. Voilà. Alors très bien, est-ce que les étudiants, ils étaient là? Les étudiants avaient été invités au colloque. Ils ont participé à toutes les phases de la préparation du colloque, mais ont brillé par leur absence quand même pendant le déroulement du colloque. Du colloque, une explication? Vous pouvez donner une explication à cela? Bon, je ne pourrais pas me mettre à leur place. Voilà, je ne pourrais pas me mettre à leur place et expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Mais nous les invitons, en tout cas, à venir partager avec nous les résultats de ces travaux, à collaborer pour qu'on puisse ensemble éradiquer la violence. Parce que les premières victimes de la violence, ce n'est pas les enseignants, même s'il est arrivé que des enseignants soient victimes et que des administrateurs soient victimes, les premières victimes, c'est les étudiants eux-mêmes. On connaît plusieurs qui ont la phobie scolaire, la peur de venir à l'école, la peur de franchir l'espace universitaire, c'est inacceptable. Donc eux-mêmes, ils savent que cela est inacceptable. Donc nous comptons beaucoup, n'est-ce pas, sur eux pour qu'on puisse véritablement éradiquer ces phénomènes de notre espace. Mais est-ce que vous pensez que cette absence inquiète? Bon, je ne vais pas dramatiser. Je pense bien que les étudiants sont assez matures, parce qu'eux-mêmes ils parlent de maturité dans leur syndicalisme. C'est leur mot d'ordre depuis quelques temps. Donc je pense bien qu'ils vont prendre conscience que même s'ils n'ont pas été très présents au cours de ce forum-là, il leur faut prendre les trains en marche et d'intégrer la famille pour qu'ensemble nous puissions véritablement bouter dehors la violence de l'espace universitaire. Alors, est-ce que vous allez partager les conclusions, les recommandations avec eux? Ça a déjà commencé, le fait que je sois là avec vous ici, sur ce plateau. Mais comme ils ne sont pas là? Non, mais ils m'entendent. Ils ne sont pas là, ils m'entendent. Les étudiants, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants. Et ils suivent aussi la presse, ils suivent l'information. Mais je suis sûr que le département trouvera un cadre approprié pour partager les résultats de ces forums-là avec tous les acteurs impliqués. Alors, dans la question. Dans la question, ok. Quelle est la recommandation? Il y a plusieurs recommandations. Laquelle vous tient à cœur? Celle qui me tient à cœur, c'est celle-là qui consiste à dire qu'il faut que cesse cette compétition, excusez-moi de l'expression, sauvage, pour accéder à des ressources financières au lieu de se consacrer à leur étude. Ça, c'est une recommandation qui me semble être forte. L'autre recommandation, c'est de créer les conditions nécessaires aussi pour que les enfants puissent étudier. Parce qu'on a pendant longtemps réclamé, nous réclamons, les étudiants réclament aussi, une bibliothèque universitaire pour permettre aux enfants au moins de se familiariser à la lecture et de travailler. Voilà, donc ça, c'est des questions aussi qui s'adressent un peu aux autorités. Qui doivent mettre les paquets pour nous permettre de travailler. Ok. Alors, d'autres thèmes en dehors de l'éthique, les finances, l'insécurité, vous avez abordé d'autres thèmes? Bon, essentiellement, les forums ont porté sur ça. Mais avant de venir à ça, il y a eu quand même des présentations qui ont été assez importantes, assez significatives en plénière, n'est-ce pas? Il y a eu une présentation qui a porté sur l'état de la violence. On a fait des statistiques qui montrent bien que d'année en année, il y a une aggravation, non seulement du nombre, mais aussi du degré de violence. Donc, ce qui nous interpelle tous. Voilà, on a présenté aussi les différents textes qui lient, n'est-ce pas, les acteurs dans l'espace universitaire, et on a présenté un document aussi sur la déontologie et sur l'éthique véritablement, qui n'est pas un des sujets importants de recherche des enseignants. On les appelle aussi à s'intéresser à ces sujets, sur que la question de l'éthique et de la déontologie doit faire l'objet de recherches importantes comme ça s'est fait ailleurs. Alors, quand est-ce que vous voulez avoir un espace scolaire et universitaire complètement assaini? On voudrait avoir un climat social vraiment qui est propice
et qui est adaptée à l'acquisition de la connaissance, à la recherche et à l'animation scientifique. L'espace universitaire et scolaire est voué à ça. Voilà, elle est ouverte pour que les enseignants transmettent les savoirs, pour qu'ils fassent de la recherche et qu'ils animent quotidiennement cet espace-là pour permettre aux enfants maliens qui finissent l'université, n'est-ce pas, de contribuer au développement de ces pays. Monsieur Damré, vous venez de suivre Monsieur Kansai, le vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, sur l'insécurité dans l'espace scolaire et universitaire. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez des interrogations pour lui? Oui, bon, je n'ai pas pratiquement d'interrogation, mais j'ai des préoccupations. Je partage avec lui. Nous avons tous nos enfants à l'université. Bon, nous sommes au courant de toute cette insécurité. Vraiment, si on pouvait mettre fin à tout cela, vraiment, ça va nous apaiser, nous, en tant que parents. Très bien. Merci. Monsieur Kansai, vous pensez qu'on peut mettre fin à cela? Non, on peut. C'est un phénomène. Mettre fin, ce n'est pas très bientôt, mais on peut réduire significativement, n'est-ce pas, la violence et l'insécurité dans l'espace scolaire universitaire. Parce que c'est aussi des comportements délictuels qui sont inacceptables et intolérables pour la société même. Voilà, si ça s'est pratiqué hors de l'université, on aurait mis la police derrière, on aurait mis la justice derrière pour que ceux-ci combattent ce genre de comportements. Donc pourquoi ne pas les faire dans l'espace universitaire, un espace qui est dédié à autre chose qu'à ce genre de comportement. Donc ce n'est pas un mot vain que de dire qu'on va combattre. On combat pour réduire significativement et rêver à ce que ça disparaisse totalement un jour et que nos enfants se consacrent essentiellement à l'apprentissage, essentiellement à la recherche et qu'ils contribuent significativement par les connaissances acquises au développement de notre pays. Ça, c'est vraiment notre souci principal. Très bien. Quand est-ce que ça aura lieu la première rencontre avec eux pour partager déjà les recommandations issues du forum? Bon, je ne saurais donner tout de suite une date, mais je sais que les autorités sont tout à fait préparées, n'est-ce pas, pour partager les résultats de ces travaux-là, n'est-ce pas, avec tous les acteurs impliqués. Non seulement il y a les étudiants, mais aussi il y a les parents d'élèves qui étaient présents. Il faut dire qu'au forum étaient présents tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, leurs partenaires et la société civile. Donc tout ceci était là. C'est pour dire combien la question est mobilisatrice et intéresse les uns et les autres, parce que nous sommes tous concernés. Voilà, nous sommes tous concernés pour qu'on puisse véritablement s'en sortir. Voilà. Alors vous pensez, les acteurs qui ne sont pas directement au niveau de l'espace universitaire, quel rôle ils peuvent jouer? Ils peuvent jouer un grand rôle parce qu'avec la société civile, avec les ONG, avec les privés, la question, par exemple, de la professionnalisation dont il a été question tout de suite, là, ça ne peut se faire qu'avec eux. Ils participent et il y a un rapport qui se tisse entre public et privé pour permettre aux étudiants aussi de dépasser l'angoisse de l'inconnu. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une source qui peut constituer une source de violence. Le fait qu'un étudiant qui est en 4e année, qui ne sait pas de quelle sauce il va être mangé quand il va sortir de l'école, il n'est pas préparé. Donc ces partenaires sont assez stratégiques pour nous permettre véritablement d'insérer dans nos programmes des questions qui sont fondamentales pour eux, mais aussi de travailler avec nous, n'est-ce pas, pour nous permettre d'employer les étudiants qui sortent de nos universités. Justement, vous avez des milliers d'étudiants qui sont dans ces cas. Comment vous parlez de professionnalisation? Comment vous pensez régler ce sujet? Ces sujets doivent être réglés à un niveau d'abord politique et ensuite à un niveau pédagogique. Le niveau politique, c'est quoi? Il faut qu'on apprenne à contrôler les flux d'étudiants, les flux de bacheliers qui entrent dans les universités. Pour le moment, c'est impossible parce que tout bachelier a droit à s'inscrire à l'université. Voilà, donc ce qui est important, c'est de créer un maillon qui, je pense, manquant, n'est-ce pas, entre les secondaires et l'université pour professionnaliser, pour pour permettre aux gens d'acquérir des formations professionnalisantes rapides qui ne durent pas de 2 ans, de maximum de 2 ans, qui sont très professionnalisés, très techniques. Ça existe dans d'autres pays, tels que le Canada, avec ce qu'ils appellent les collèges, les cégep, n'est-ce pas, qui se trouvent entre... Quelqu'un peut finir avec les cégep et entrer à l'université, voilà. Mais ça lui permet aussi rapidement de regagner les marchés de travail, ce qui manque chez nous. Donc nos étudiants
très souvent certains n'ont même pas envie de venir étudier à l'université. Ils veulent avoir une profession, exercer cette profession. Est-ce qu'il ne faut pas trouver une question rapide? Parce que nous tous, nous avons été à un moment donné frappés par ça. En première année, vous passez pratiquement 1, 2, 3 ans, 4 ans à poser la même question. Quand je vais finir, qu'est-ce que je peux faire concrètement? L'administration est entre griffes est incapable de donner une réponse satisfaisante et ça constitue pour tous les étudiants pratiquement un motif de découragement ou d'abandonner ou d'aller dans la violence. Est-ce que vous pensez que c'est urgent de régler cette question? Oui, c'est urgent de régler. Je disais qu'il y a un niveau politique, donc structurel d'organisation même de nos systèmes, mais l'autre partie, c'est la question pédagogique. Donc ça appartient aux acteurs même de l'école et de l'université d'organiser leur formation, leur programme de formation, de sorte que à la sortie, les étudiants puissent exercer certaines professions eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils apprennent à créer eux-mêmes de l'emploi, parce que vous savez bien que la fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Oui. Donc les ONG et les privés, il faut qu'ils connaissent une économie très dynamique pour qu'eux aussi ils créent beaucoup d'emplois. Donc ce qui n'est pas le cas pour le moment, malgré tous les efforts qui sont fournis par les autorités maliennes. Donc il faut faire en sorte que les gens aient la capacité de créer eux-mêmes de l'emploi, donc de faire un peu de l'auto-emploi. Très bien. Voilà. Ce qui nous amène sur le deuxième sujet. Je le disais en titre, la journée internationale de la douane a été célébrée ce 26 janvier à travers le monde. Occasion pour la Direction générale des douanes du Mali d'échanger sur la problématique de la sécurité de l'environnement commercial. Voilà, et c'était à Faladje, Khalifa Nama Traoré était également là pour Mali Actualité. Suivez son reportage et ensuite on revient à M. Damlé. Une journée internationale pour faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives, évaluer la contribution des douanes dans le développement économique des pays. Au Mali, l'année 2018 s'annonce sous de bons auspices. En effet, après de multiples efforts, malgré un environnement hostile, l'administration des douanes a pu relever des défis de performance et entend faire plus cette année. Ce qui est attendu de notre administration, c'est la mobilisation de 641 milliards. Nous avons conscience du défi. L'essentiel va s'articuler autour du renforcement des capacités, du renforcement du contrôle interne, du renforcement de la lutte contre la fraude et du renforcement de tout ce qui est capacité managériale au niveau hiérarchique. Le thème de l'édition 2018 de la Journée internationale des douanes, la sécurité de l'environnement commercial, est évocateur. Il s'agit pour chacun de jouer pleinement sa partition dans la lutte contre la contrebande, le blanchiment des capitaux, bref, contre tous les actes qui entravent la promotion des investissements et le développement socio-économique. La sécurité de l'environnement commercial peut contribuer à stimuler la prospérité économique à travers 3 éléments. Premièrement, un environnement propice. La douane, notre administration, peut contribuer à créer un environnement commercial plus stable et plus prévisible avec l'harmonisation des procédures en luttant contre la corruption et la fraude, en renforçant l'éthique et en facilitant le mouvement des marchandises et des moyens de transport et des personnes. Deuxièmement, un environnement sûr. Les entreprises légitimes, légalement implantées sur le territoire, ont besoin d'une chaîne logistique sécurisée pour pouvoir prospérer. Troisièmement, un environnement juste et durable. L'importation de marchandises illégales, de produits illicites, peut causer d'énormes dégâts à notre économie. L'assistance a eu droit à un message de l'Organisation mondiale des douanes encourageant ses membres à créer un environnement propice pour les entreprises, cela afin de favoriser leur participation au commerce transfrontalier. Hommage a été rendu aux différents partenaires qui accompagnent la douane dans l'accomplissement de ses missions et aux agents qui se sont illustrés lors de l'année 2017 pour l'émergence des services des douanes au Mali. Ils ont tous reçu des attestations pour services rendus. La douane malienne se veut à hauteur d'espoir. Le directeur général a rassuré de mettre l'accent sur la formation des agents, l'informatisation de tous les secteurs. Très prochainement, la direction générale des douanes, la direction régionale de Bamako et le guichet unique logeront dans du neuf avec la construction en cours de nouveaux bâtiments à Samanko sur une 30aine d'hectares. Voilà plusieurs questions en un reportage. Monsieur Aruna Damele, je rappelle
Vous êtes le directeur de la réglementation, du contentieux et des relations internationales des douanes du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. La journée internationale des douanes, c'est pour dire quoi? Merci M. Diakité. Avant de commencer, je tiens à remercier l'ORTM pour nous avoir donné cette occasion de venir sur votre plateau et nous expliquer sur la journée internationale de la douane. Maintenant, votre question? Oui. Voilà, la journée, le contexte de la journée. Le contexte de la journée, dont je vais faire un petit rappel, c'est-à-dire le 26 janvier, c'est la journée retenue comme étant la création de l'Organisation mondiale des douanes. C'était le 26 janvier 1952. Le siège de l'Organisation mondiale des douanes se trouve à Bruxelles. Mais avant d'être Organisation mondiale des douanes, elle s'appelait le Conseil de coopération douanière. Conseil de coopération douanière. Donc l'appellation Organisation mondiale des douanes est intervenue en 1994. Donc cette journée est retenue pour célébrer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale. Ça vous donne l'occasion d'aborder les différentes thématiques. Oui, donc à chaque 26 janvier, quelques jours avant ou bien quelques mois avant, le secrétaire général de l'OMD écrit à tous les directeurs généraux pour leur donner les thèmes de la journée et puis les demander de célébrer cette journée, quoi. Donc chaque pays est libre de l'organiser comme elle peut. Donc, nous, chaque pays doit parler de ce thème, du thème choisi depuis le siège. C'est ça, depuis le siège. Pour cette année, le thème, c'est la sécurité de l'environnement commercial, avec le slogan « Un environnement commercial pour le développement économique ». Très bien. Le choix de ce thème, comment vous l'expliquez? Bon, nous l'expliquons parce que la douane a plusieurs missions. Et chaque année, le secrétaire général de l'OMD met l'accent sur une des missions. Donc, les autres missions ont été développées dans les journées passées. Mais cette année, vraiment, nous avons senti, le secrétaire de l'OMD a senti qu'il fallait vraiment mettre l'accent cette année sur la sécurité de l'environnement commercial. De l'environnement commercial, pourquoi? Pourquoi? Parce que les citoyens lambda ne savent pas toujours ce que la douane fait pour sécuriser l'économie de façon générale et l'environnement du commerce de façon générale. C'est un problème de communication. C'est ça. Nous n'avons pas seulement une mission de perception des recettes. On a d'autres missions. Parce que vous donnez l'impression que vous avez juste la mission de perception des recettes. Non, ce n'est pas ça. Nous faisons d'autres missions, mais la mission la plus visible, c'est la mission de perception. Oui, d'autres missions, lesquelles par exemple? D'autres missions, c'est la protection de façon générale de l'économie nationale, la protection de nos entreprises, la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité, contre le blanchiment d'argent, ainsi de suite. Comment la douane peut protéger l'économie nationale? La douane peut protéger l'économie nationale parce qu'elle a différents services. Il y a des services dédiés au dédouanement, il y a des services dédiés à la lutte contre la fraude. Quand on parle d'économie même, de façon générale, une explication accessible à tout ce, c'est quoi? L'économie. L'économie, oui. L'économie, pour ce qui concerne la douane, c'est le mouvement des marchandises. Des marchandises qui rentrent surtout. Si le Mali est un pays importateur, c'est le mouvement des marchandises qui rentrent. L'économie, c'est la protection des entreprises qui sont implantées au Mali et qui produisent les mêmes produits, les mêmes articles qui sont fabriqués ailleurs. Donc nous aussi, nous sommes chargés de surveiller le mouvement de ces marchandises. Ça veut dire que pour protéger nos entreprises. Nos entreprises ici. Ça veut dire qu'une entreprise qui produit par exemple un calendrier, qui est spécialisée dans ça, il y a une autre entreprise qui fait à l'extérieur. Ça veut dire que vous n'acceptez pas que ce produit n'entre ici. Ou qu'est-ce que c'est quoi? Ça. Et tout est une question de taxation. L'entreprise qui fabrique au Mali ici, d'abord pour l'implantation de l'entreprise, le Code des investissements accorde des faveurs. N'est-ce pas? Maintenant, si elle commence à produire, l'entreprise a des avantages du point de vue douanier et du point de vue de la fiscalité intérieure, les impôts qui s'étendent sur quelques années. Bon, maintenant, les entreprises importatrices, la taxation, par exemple, le droit de douane peut aller jusqu'à 20%. 20%, c'est pour équilibrer un peu, quoi. 20%, ça peut même aller au-delà. D'accord, c'est-à-dire l'entreprise qui importe. Doit payer des droits et taxes. Très bien. Pour accéder au marché. Alors, est-ce que vous avez une architecture du tableau de la sécurité de l'environnement commercial? Comment ça se porte actuellement? D'accord. Bon, la sécurité de l'environnement commercial, je dirais que c'est suivant la répartition géographique, l'implantation géographique de l'administration des douanes à travers le pays.
vous trouverez dans toutes les régions du Mali, il y a une direction régionale des douanes, avec des bureaux secondaires, des bureaux principaux, des bureaux frontaliers, des BIMI, ainsi de suite. Des BIMI qui sont entre les bureaux. C'est ça, brigade mobile d'intervention. Brigade mobile d'intervention. En général, elles sont implantées entre la frontière et un bureau intérieur. Ça va, il n'y a pas de problème pour la sécurité de l'environnement commercial. Tout se passe bien. Et tout ne se passe pas bien parce que notre pays est assez vaste. Nous partageons 7 frontières. Vous voyez, quel que soit l'effectif de la douane, il sera très difficile pour nous de surveiller tous ces périmètres. Alors comment vous faites actuellement? Ce que nous faisons actuellement, et en plus du dispositif qui est implanté sur place, nous organisons des missions périodiques, c'est-à-dire des brigades qui vont sur certaines frontières. Par exemple, au niveau de la direction du renseignement des enquêtes douanières, et ils envoient ils ont des brigades qui vont sur les lieux les plus propices à la fraude. Donc, en plus de leur travail quotidien, ces gens sont détachés pour bivouaquer pendant des mois et des mois sur ces différents axes. Donc, c'est une de nos dispositions. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Mali est vaste et nous partageons cette frontière. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à contrôler tout. En plus, on n'arrive pas à contrôler tout. En plus de ça veut dire dans ce cas qu'il y a des infiltrations, où il y a des choses qui rentrent sans que vous ne soyez... Il y a des choses qui rentrent. Et puis en plus de cela, il ne faut pas oublier le problème du Nord. Le problème du Nord. Présentement, la douane est présente physiquement, mais elle n'a pas les moyens de se déployer dans les régions nord du Mali. Alors, vous avez fait des recommandations pendant le forum? Oui, le forum, la journée s'est étendue sur 2 jours. 2 jours, oui. Sur 2 jours. La première journée, c'était l'inauguration d'un monument dédié à tous les douaniers qui sont morts pour la patrie. Ensuite, il y a une cérémonie dédiée aux agents partant à la retraite. Ensuite, le directeur général des douanes a organisé une conférence, un déjeuner de presse avec vos collègues. Les collègues, Ensuite, il y a eu un match de football. La douane du Mali contre la douane du Burkina Faso. Malheureusement, on vous a battu. Par le Djatia, on s'est fait battre. On les a laissés nous battre. Donc vous avez fait exprès. Je pense. Très bien. Alors quand on revient un peu au thème, la problématique de la sécurité de l'environnement commercial, au regard des explications que vous donnez, ça veut dire que le tableau est sombre. Le tableau n'est pas sombre, il y a de l'espoir. Le tableau n'est pas sombre, il y a de l'espoir. À travers les développements que nous avons faits, nous avons développé la sécurité de l'environnement commercial. Nous avons développé la sécurité de l'environnement commercial. Nous avons développé aussi tout ce que la douane peut faire pour aider les entreprises à prospérer. Et à la fin du forum, nous étions avec des partenaires, des industriels, des hommes d'affaires et autres là. Bon, ils ont souhaité que de tels échanges se multiplient pour une bonne information, parce que les gens ne savent pas toujours tout ce que les douaniers sont en train de faire. Oui, ça veut dire que vous avez toujours ce problème de communication. C'est parce qu'on dit que l'argent n'aime pas de bruit, il y a beaucoup d'argent ou c'est du fait? Vous savez, il y a trop de pression autour de la douane, n'est-ce pas? À la fin de chaque mois, donc nous oublions toutes nos autres missions. Parce qu'il faut courir après les recettes. Ici, on n'est pas sans savoir que la douane a un quota annuel et puis un quota mensuel. Mais souvent, nous posons la question, mais grâce à Dieu, pour l'année 2017. C'est pourquoi vous ne communiquez pas assez? On communique. Si vous nous approchez, on communique. Très bien. Mais on ne va pas se mettre sur la place publique. Oui, pour communiquer. Alors, qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement en termes de sécurité de l'environnement commercial? Bon, vous savez, la lutte contre la fraude, c'est difficile. Autant la douane déplace ses moyens pour lutter contre la fraude, autant les fraudeurs ont leur intelligence pour contourner ça. Donc c'est une lutte perpétuelle entre les fraudeurs et nous.
Oui. Et sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais vous avez mis l'action aussi pendant le forum, la journée sur la formation, l'informatisation. Oui, de quoi s'agit-il? D'accord. Bon, présentement, la douane travaille pratiquement en réseau. Oui, la douane travaille pratiquement en réseau. Tous les bureaux de douane sont connectés. Et la nouveauté, c'est que cette connexion s'étend présentement sur le net. C'est-à-dire de votre bureau, si vous êtes un transitaire, vous pouvez vous connecter sur le réseau de la douane, faire votre dédouanement et renvoyer le dossier à la douane. Ah, ok. Ça, de façon simple. Ça, c'est sur toute l'étendue du territoire? C'est toute l'étendue du territoire. Alors, pourquoi vous avez parlé d'informatisation encore pendant cette journée? C'est tout le territoire n'est pas couvert ou... Tout le territoire n'est pas... On a 98% de couverture. Ah oui. Vous savez, l'informatisation, ça évolue de façon... Oui, c'est rapide. C'est très, très rapide. Donc, pour suivre le mouvement, c'est pas facile, mais nous essayons. Ok. Alors, quels sont les grands défis aujourd'hui? Les grands défis, c'est, comme je l'ai dit, c'est le défi sécuritaire pour tous les Maliens. S'il y a la sécurité, la douane va travailler en paix et puis va faire beaucoup de recettes. Mais s'il y a l'insécurité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des douaniers qui sont morts dans la semaine. Oui. Donc, pour vous dire qu'on est exposé. Parce qu'on empêche les fraudeurs de tourner en rond. On les empêche de faire leur business. Qu'est-ce que vous avez proposé à ce niveau? Ce que nous avons fait, c'était renforcer les mesures, renforcer les mesures de travail, c'est-à-dire et plus de moyens. Quand en parlant de moyens, vous dites quoi? Il s'agit de l'argent ou des moyens humains? Pas de moyens humains, moyens matériels. Un douanier a besoin de quoi? Il a besoin d'un véhicule pour se déplacer, aller à la recherche de la fraude. Il a besoin d'armes pour se défendre, parce que les fraudeurs ils sont armés. Il a besoin de gilets pare-balles, il a besoin de casse-lourds, ainsi de suite. Il a besoin de beaucoup de choses. Moyens de communication aussi là. Il a besoin de moyens. Oui, puis c'est quand ils ne sont pas en ville, il faut qu'ils puissent communiquer avec leur base. Nous avons besoin de tout ça. Mais pour le moment, on a des moyens, mais ces moyens sont largement insuffisants. C'est à tous les niveaux pratiquement. Alors, monsieur Kansai, on m'a posé une question, ça c'est les auditeurs, je vais dire comme ça. Est-ce que le Mali a besoin d'université? Merci beaucoup, M. Diakité. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. D'accord, oui. En fait, l'université n'est pas nouvelle au Mali. Le Mali est une terre de culture. Je vous rappelle que c'est sur cet espace-là qu'a existé l'université Sankoré. Voilà, il y a des siècles de cela. L'université Sankoré. Voilà, le Mali est une terre de connaissances, de savoir, de transmission. Et toute l'Afrique, pratiquement, a fait le tour ici pour s'imprégner, pour se baigner dans cette atmosphère de connaissances. Donc l'université est tout à fait nécessaire. Elle a été pensée depuis 1962, même si elle est venue tardivement, elle a été créée dans les années 90. Donc tous les pays qui ont décollé, qui sont émergents, sont des pays dotés d'universités très solides. L'université est non seulement un lieu de transmission de savoir, mais c'est aussi une entreprise. Quand vous avez une très bonne université, vous pouvez aussi attirer des investissements, vous pouvez attirer des chercheurs et vous pouvez innover. C'est à partir de l'université que les innovations les plus importantes sont parties. Voilà, donc ça ne va pas ex nihilo. Voilà, moi ex nihilo, ça veut dire que ça ne va pas d'un rien là. Il n'y a pas d'innovation qui tombe du ciel. Voilà, ça ne tombe pas du ciel. Donc on a besoin d'université et on doit travailler pour que notre université soit forte, sécurisée et accessible vraiment à tous les acteurs qui exercent dedans, n'est-ce pas, donc leur activité. Donc le Mali a besoin d'universités. Le Mali a besoin de beaucoup d'universités et de beaucoup d'étudiants, d'universités performantes, n'est-ce pas, nous permettant véritablement d'attirer des étudiants d'ailleurs, d'attirer des profs d'ailleurs, d'attirer des chercheurs d'ailleurs, et pour nous former nous-mêmes, les chercheurs maliens, et donc entrer nous-mêmes dans la mobilité, n'est-ce pas, et fréquenter les universités les plus performantes du monde. Très bien, mais avec les quelques universités qui sont là, est-ce qu'il ne faut pas essayer de canaliser d'abord les étudiants qui sont là avant de progresser? Bon, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Bon, à la différence de beaucoup de pays, nous, en 2011, nous avons scindé notre grande université, qui était une université complète. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les universités thématiques et les universités complètes. Les universités complètes, c'est les universités qui ont plusieurs facultés. Et celles qui sont thématiques, c'est comme l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Donc la démarche actuelle, c'est vraiment de regrouper des universités. Même en France, c'est comme ça, c'est des sites universitaires maintenant. Voilà, c'est des régions qui s'associent pour avoir de grosses universités
et de se faire évaluer dans les évaluations internationales des universités et occuper une grande place, voilà, pour attirer des investissements. Donc peut-être nous finirons par aller, n'est-ce pas, dans cette direction, mais pour le moment, ce que nous avons, c'est les universités thématiques qui sont là, telles que l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, l'Université des sciences et techniques, l'Université des sciences sociales et de gestion. Mais on a commencé à délocaliser les universités. Donc à Ségou, déjà, il y a une université qui a été créée, qui participe activement au développement de la région. Parlant du thème, par exemple, pour boucler ce chapitre-là, l'insécurité dans l'espace scolaire et universitaire, à quand la fin pour terminer? C'est très bientôt. En tout cas, si on en fait bon usage des résolutions qui sont sorties du forum, ça va nous permettre de progresser et de réduire de manière significative cette violence et cette insécurité dans l'espace scolaire et universitaire du Mali. Les recommandations seront appliquées? Les recommandations vont être appliquées. Nous avons la ferme intention, n'est-ce pas, de faire appliquer les recommandations et nous avons aussi le soutien des autorités maliennes pour cela. Pour l'application. Pour l'application. Merci beaucoup. Alors, M. Dambélé, un mot pour terminer, un appel. Les deux sujets sont presque en un, l'insécurité, la sécurité au niveau des affaires. C'est ça. Donc, nous souhaitons plus de partenariat, plus de partenariat avec les entreprises et les hommes d'affaires du Mali. Donc, de nous rapprocher, puis en plus de tout ce que nous faisons ici, il y a des poches de partenariat. Partenariat comme opérateur économique agréé, c'est-à-dire c'est des dispositions douanières qui peuvent permettre à un opérateur d'importer, de mettre dans son magasin directement et même de pouvoir vendre. Si la douane est sûre que cet opérateur, pendant un certain nombre d'années, n'a jamais fait de fraude. Ouais. Très bien. Et le contrôle de ces importations viendra après. Très bien. En tout cas, il y a un service dédié à ça. Ok, c'est lequel? C'est la direction du partenariat avec les entreprises. Oui. Cette direction, qu'est-ce qu'elle fait? Cette direction établit des relations personnalisées avec tout ce qui est comme monde des affaires. Ça. Et qui ont des relations avec la douane. Ok. Quand est-ce que vous voulez gagner le défi de la sécurité de l'espace des affaires? C'est ça. Bon, le défi de la sécurité ne va pas sans le défi de la sécurité de façon générale. N'est-ce pas? Quand la sécurité sera assurée de façon générale, je pense que nous aussi, nous allons mettre ça à hauteur de souhait, Inch'Allah. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous étions avec professeur Bourema Kansai, vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui nous a développé le thème du forum sur l'insécurité dans l'espace scolaire et universitaire. Et notre deuxième invité était Aruna Dambélé, directeur de la réglementation du contentieux et des relations internationales des douanes du Mali. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, le journal de 13h. Merci de nous suivre. Restez sur nos antennes. Au revoir.